Du coup, en attendant les retardataires, je vais présenter très rapidement Adatech School. Et puis ensuite, je vais présenter Clara qui est là ce soir pour animer la conférence. Alors, sur Adatech School, c'est là où je suis actuellement. Donc, c'est une école d'informatique féministe qui est basée sur deux piliers. Le premier pilier, comme je l'ai dit, c'est le féminisme, donc le fait de rendre la tech et la programmation accessibles à toutes et à tous, en particulier aux femmes, puisque 10% seulement de femmes sont développeuses. Donc, ça passe par notre communication, ça passe par la formation qui est pensée pour les hommes et pour les femmes, et ça passe aussi par les événements qu'on fait, comme celui de ce soir, pour faire connaître des sujets importants pour la diversité. Et le deuxième pilier de Adatech School, c'est la pédagogie alternative, où du coup, chez Adatech School, si vous devenez apprenant ou apprenante demain, on apprend un peu différemment que ce que vous avez pu faire à l'école, sauf si vous avez été dans une école Montessori. On apprend en fait en faisant, on apprend par le faire. Donc pour apprendre à coder, rien n'est mieux que de tester, que de se tromper. Donc du coup, tous nos apprenants et apprenantes fonctionnent par projet avec des encadrants qui sont là pour les aiguiller. Je vous enverrai dans le chat un lien vers le live de présentation qui a lieu demain à 14 h si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur l'école. Donc, c'est Chloé qui présentera ce live. Chloé qui est la directrice et la fondatrice de l'école. Donc, vous pourrez en savoir plus sur la partie financement, admission, etc. Donc, voilà sur ADA. Du coup, pour vous présenter cet événement qui se nomme « Comment sortir de l'infantilisation en entreprise ». Merci d'être si nombreux. Je vois que ce sujet vous intéresse. Peut-être que vous y êtes reconnus. Du coup, moi, je suis partie du constat que, en fait, chez Adatech School, comme je vous l'ai expliqué, on est une école avec une pédagogie un peu différente, une pédagogie alternative. On est très autonome, on est maître de ses projets. Et c'est une école aussi où on redéfinit l'excellence. Donc, l'excellence, elle est plus synonyme de compétition, de climat où on ne se sent pas forcément complètement à son aise. Elle est vraiment plus synonyme d'émulation, de travaux de groupe dont on est fier. Et du coup, ce qui peut être un peu dur, c'est quand on arrive sur le marché de l'emploi, de se retrouver à nouveau dans un climat où on ne se sent pas bien, en bas de l'échelle, avec une hiérarchie très, très verticale. Donc, on va se poser la question ce soir, grâce à Clara qui est là pour animer la conférence, de pourquoi c'est difficile de retrouver un climat bienveillant, sans compétition après Adatech School, ou pourquoi c'est difficile après des longues études où on arrive plein de connaissances de se retrouver un peu à revenir en bas de l'échelle. Pourquoi il existe en fait des processus infantilisants, pourquoi il y a de la frustration. Et on ne va pas rester sur ces mauvais constats. Grâce à Clara, on va lister des solutions qui existent pour reprendre sa carrière en main, changer ce climat à la fois en interne et puis aussi autour de soi. Donc voilà, ça va être l'occasion de se lister des solutions, de se donner aussi un peu d'espoir pour changer le monde de l'entreprise. Du coup, Clara, je vais te laisser la parole. Donc, Clara a écrit un livre complètement en lien avec ce thème qui s'appelle « Les règles du jeu ». Et on va vraiment axer sur cette infantilisation qu'on a identifiée ensemble pour lister les solutions. Clara, je vais te laisser te présenter. Du coup, qui es-tu? Quel est ton parcours? Et qu'est-ce qui t'a amené à écrire un livre sur ces sujets? Eh bien, merci Claire. Bonsoir à tous. Je suis ravie de voir qu'il y a aussi des hommes dans le public et merci beaucoup pour cette invitation. J'adore ce thème, l'infantilisation au travail. Je trouve que c'est un des enjeux essentiels du monde du travail de demain. Et je trouve qu'en plus, la période qu'on vit en ce moment accélère beaucoup la réflexion autour de ce thème. Donc, je suis ravie de pouvoir en parler ce soir. Donc, moi, je m'appelle Clara Mollet. J'ai 33 ans. Je suis donc une femme française. J'ai un parcours, alors si on remonte aux études, relativement classique. J'ai fait Sciences Po et puis après j'ai fait une école de commerce. Et en fait, là où mon parcours devient un tout petit peu moins classique, c'est que j'ai commencé à travailler dans un domaine très très particulier, qui est le négoce de matières premières.
Donc, c'est un monde très spécial parce que c'est un monde qui est tout petit. Il y a peu de players, il y a peu de gens qui y travaillent, même si ces dernières années, ça a pas mal grossi. Et c'est un monde qui est un petit peu éclaté en quelques places de négoce dans le monde. En gros, il y a la Suisse, aujourd'hui, Singapour et puis l'Amérique du Sud. C'est en gros là que ça se passe. Et donc, moi, j'ai commencé ma vie professionnelle en ayant découvert au hasard d'un stage obligatoire dans une banque où, par ailleurs, je me suis beaucoup ennuyée. Mais j'ai découvert ce monde des matières premières à cette occasion-là. Je n'avais pas du tout d'attache, pas voilà, d'ascendants familiaux ou quoi que ce soit qui m'aurait permis de découvrir ce monde. Mais au hasard de ce stage-là, j'ai découvert cet univers-là qui m'a beaucoup séduite. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. J'ai envie d'être trader de matières premières. Donc, quelques mois plus tard, j'ai été diplômée. Et j'ai décidé que je n'avais pas forcément envie de commencer à travailler en Suisse et que le Brésil m'attirait beaucoup plus. Et à ce moment-là, on était en 2013. Et le Brésil, c'était le plein emploi, c'était l'Eldorado des matières premières, ça l'est toujours, même si le contexte économique n'est plus tout à fait le même. Et j'ai décidé de partir là-bas et d'aller chercher le job de mes rêves, en fait. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. J'ai eu pas mal de chance. En quelques mois, j'ai décroché exactement le job pour lequel j'étais partie. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'en fait, c'est important pour la suite du parcours de vraiment comprendre que moi, j'ai commencé à travailler dans un domaine que j'avais vraiment désiré. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Et je pense que les gens qui étudient chez Ada Tech School comprennent peut-être. Je sais qu'il y a aussi des reconversions, il y a toutes sortes de profils chez vous, mais en tout cas, ce n'est pas des voies qu'on choisit par hasard. Et ça, je crois que c'est quand même le point de départ principal, de ne pas atterrir par hasard. Et je sais pourtant j'ai suivi des études très généralistes et je sais combien c'est facile de se retrouver dans des voies par défaut. Et ça, je pense que c'est une des recettes pour, en tout cas au début, ne pas se retrouver au mauvais endroit. C'est quand même d'avoir une idée, en tout cas d'être assez connecté à ce qui nous fait vraiment vibrer professionnellement, même si à 20 et quelques années, ce n'est pas forcément évident. Donc, je suis arrivée au Brésil, j'ai décroché ce job-là, j'étais ravie. Et en fait, le petit détail, c'était que j'étais la seule femme de tout mon marché à occuper cette fonction-là. Et ça, je l'ai découvert en arrivant. C'est-à-dire qu'en fait, je me doutais évidemment que c'était un milieu masculin, mais il y a une différence entre travailler dans un milieu majoritairement masculin et être la seule femme. Une espèce de minorité extrême, dont je parle pas mal dans le livre, qui m'a permis en fait de comprendre très très vite tout un tas de choses, d'être confrontée très 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 vite et de manière assez forte à énormément de situations qui m'ont permis de comprendre comment ça marchait et qui m'ont permis surtout de prendre conscience que le fait d'être une femme au travail, ça n'était pas neutre. Ce qui pour moi a été une découverte à ce moment-là. Voilà. C'est vrai qu'il a fallu attendre que j'entre sur le marché du travail pour comprendre qu'être une femme, ça pouvait impacter un parcours. Et c'est vrai que de ces difficultés des premiers temps, j'ai compris en fait au bout je dirais au bout d'une grosse année quand même, j'ai compris quelque chose, c'est que le premier abord que j'avais du monde du travail était un contresens total. C'est-à-dire que la vision que j'avais de ce qu'il fallait faire pour avancer, pour progresser, pour s'épanouir professionnellement, était un contresens total parce qu'il était basé sur les expériences que j'avais précédemment, c'est-à-dire mes expériences scolaires. Et ça a été un peu la genèse de toutes les règles du jeu, cette espèce de prise de conscience de me dire, mais enfin, ce monde-là n'a rien à voir, il ne fonctionne pas de la même manière, les règles du jeu n'ont rien à voir. Et on ne le dit pas, personne ne le dit, personne ne dit en quoi ces règles du jeu consistent. Et en fait, c'est ça qui m'a donné envie d'abord. Alors, ça a été assez progressif. Au début, c'était des ateliers, les règles du jeu, que je donnais dans d'autres banques d'investissement, en gros, à Sao Paulo. Et puis, comme ça marchait bien, parce qu'il y avait un vrai sujet là-dessus, c'est-à-dire que cette espèce de sentiment de frustration qu'on peut sentir quand on commence à travailler et puis qui, en général, s'accentue à mesure qu'on progresse dans nos carrières, eh bien, est fortement lié au fait que parfois, il y a une incompréhension de ce qu'il faut faire pour réussir au travail. Pour réussir, ça, on pourra en reparler, la définition varie évidemment. Et donc, d'atelier, je me suis dit, mais comment je peux faire pour rendre en fait ce contenu le diffuser plus largement? Eh bien, j'ai décidé d'en faire une série de podcasts. C'était le début des podcasts. Donc, au début, c'était une série en anglais, qui est ensuite devenue une série en français, qui est toujours en ligne d'ailleurs, qui s'appelle aussi Les règles du jeu, et qui, l'année dernière, en effet, est devenu un livre publié chez Duno. Voilà. Ok.
Et pourquoi tu as ressenti ce besoin de partager ce constat En fait, parce que je trouvais que c'était déjà c'était un thème qui se recoupait énormément avec les conversations que je pouvais avoir à droite à gauche, moi, dans mon cercle immédiat. Et en parlant de plus en plus autour de moi, je me rendais bien compte qu'il y avait un vrai sujet sur lesquels les gens avaient du mal à mettre des mots. Moi, quand je me retrouvais dans ces situations-là, j'ai cherché de l'aide. C'est-à-dire que j'avais pas de personne autour de moi, mais j'ai lu, j'ai cherché, j'ai regardé les vidéos. À l'époque, bon, c'était donc 2013, c'était le tout début de la grande vague qu'on connaît en ce moment de littérature sur le genre, sur les femmes au travail et autres. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de titres, mais disons que voilà, j'ai vraiment recherché toutes les ressources possibles et imaginables que je pouvais trouver pour essayer de trouver des réponses que je puisse appliquer à mon quotidien. Et en fait, le paradoxe, c'est que même s'il y avait pas mal de choses, et aujourd'hui il y en a encore plus, et des études passionnantes et approfondies, et des témoignages de femmes seniors, je pense à Sheryl Sandberg, mais il y en a plein d'autres, qui racontent leur parcours, et c'est hyper inspirant, et quand on ferme le livre, on se dit plusieurs choses. On se dit déjà, c'est possible, on se dit ensuite, je ne suis pas toute seule. Mais pour autant, le lendemain matin, quand tu vas travailler, quand tu te rassois à ta table, quand tu allumes ton ordinateur, que tu réponds à tes mails, à tes coups de fil et que tu dois gérer ton environnement à toi, tes collègues, ton chef, et ben ta vie, elle n'a pas changé. Ta réalité à toi, elle n'a pas changé. Et en fait, je trouvais que c'était... Moi, j'arrivais pas à faire en quelque sorte le pont entre ce que je lisais et les ressources qui étaient à ma disposition et ma réalité. Comment je passe de l'un à l'autre? Comment est-ce que j'actionne dans mon quotidien à moi ce qui va me permettre d'arriver à telle ou telle conclusion, tel ou tel parcours de vie ou que sais-je. Et en fait, c'est ce gap-là, cet écart-là qui m'a vraiment donné envie d'y répondre en me disant, mais il manque quelque chose là. C'est-à-dire que la prise de conscience commence, mais pour autant, le fait de retranscrire ces conclusions-là dans un quotidien professionnel que tout le monde pourrait s'approprier, parce que ça, vraiment, c'est totalement universel comme règle. Il n'y a pas de profil à avoir. Il y a pas de... Au début, tu vois, quand j'écrivais, je pensais écrire pour des personnes qui me ressemblaient, qui avaient un parcours similaire, qui travaillaient dans des structures similaires. Puis en fait, les règles du jeu, maintenant, elles ont un certain... Puisqu'elles sont sorties, le podcast est sorti il y a presque 2 ans et le livre il y a 1 an, donc j'ai un petit peu de recul. Et en fait, je me rends compte que ça fait écho, ce contenu, chez énormément de gens, mais qui n'ont rien à voir. Tous les âges, toutes les structures, de grandes entreprises, CAC 40, toutes petites startups, indépendantes, entrepreneurs. Donc, c'est vraiment une espèce de contenu que tout le monde peut s'approprier parce qu'en réalité, le monde du travail, on rencontre tous et toutes en vérité des difficultés similaires. Donc voilà, mais je dirais qu'effectivement, la motivation première, c'est de me dire, mais il n'y a rien, malgré la quantité de contenu, il n'y a rien qui nous permettent de passer à l'action dans notre quotidien, quoi. Et ça a été ça, la motivation. Comment on fait pour changer les choses de l'intérieur, maintenant, tout de suite? Ouais, et c'est vrai que nous, on écrit pas mal de choses sur les rôles modèles, donc que ce soit dans l'informatique ou des femmes inspirantes. Et il y a un côté parfois, donc, du coup, bah, en effet, très inspirant de se dire, tiens, ça existe, je suis pas toute seule, mais un côté aussi un peu intimidant de se dire, ah tiens, elles sont tellement incroyables d'arriver là. Et puis on revient à son quotidien, on se dit, bon, et moi, où est-ce que Et j'en moi, suis? Ouais. exactement, ouais. Donc, nous, bah, on dit aussi d'avoir enfin aussi des rôles modèles très accessibles. Ça peut être rien que bah, oui, une copine qui est développeuse. Mais il y a aussi ce côté, tiens, se faire des listes de concrètement, moi, qu'est-ce que je mets en place au quotidien pour changer les choses. Ouais. Et donc justement, bah, sur ces règles, ces règles du jeu à changer et sur ces conseils concrets, il y a souvent quelque chose qui revient sur le monde du travail où bah, c'est assez politique, il y a des codes à respecter. Du coup, quels sont des conseils pour être soi-même au travail et pour ouais, se sentir en adéquation avec soi, même dans le monde du travail? Alors, moi, ce que j'ai constaté, c'est que souvent, ce qui nous bloque dans le monde du travail, c'est l'idée qu'on se fait des choses qu'il faudrait mettre en place. Je m'explique. On a plus ou moins conscience qu'il faudrait, à un moment ou à un autre, s'arranger pour que notre travail soit visible, Mm, s'arranger pour rencontrer les bonnes personnes et se faire mm, apprécier d'elles, s'arranger pour savoir négocier, demander ce qu'on veut, se porter volontaire et autres. Et pourtant, ces concepts-là, donc autopromotion, négociation,
etc., ça fait souvent office de concept un peu épouvantail. C'est-à-dire qu'on se retrouve un peu dans un paradoxe où on est dans le monde du travail, on sent bien qu'il y a quelque chose qui bloque, on sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait fluide, on voit à peu près ce qu'il faudrait mettre en place et pourtant on se l'interdit. Et en fait, pour remonter à l'origine de cette espèce de mal-être, je pense qu'il faut repartir du tout début du raisonnement, à l'origine même des règles du jeu, qui est cette phrase que je répète dans le podcast à chaque fois, c'est le travail, c'est pas l'école. Et ce qui nous amène évidemment à notre thème du jour. Le travail, c'est pas l'école. Ça a l'air rien du tout de le dire, mais en tout cas de l'école au sens classique, bien sûr, puisque je sais qu'il y a des écoles d'un autre style, mais je parle de l'école, tu vois, au sens où on a plus ou moins tous étudié dans cette école-là. Ouais. Contre laquelle nous aussi on se place, une école très une avec école descendant. Voilà, le modèle disons, plutôt dominant. Et en fait, ce qui est un petit peu trompeur dans les parcours qu'on peut avoir en France, parlons de la France, c'est que le modèle scolaire, il repose sur 3 piliers. Pour réussir à l'école, il faut faire ce qu'on nous demande, ne faire que ce qu'on nous demande, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de prime à la passivité à l'école, c'est-à-dire que faire plus ce qu'on nous demande ne nous mènera pas plus loin, et concentrer notre énergie sur la satisfaction de notre hiérarchie, d'un professeur. Si on fait ces 3 choses-là, on est quasiment certain de passer dans la case du dessus. La difficulté, c'est que quand on passe dans le monde du travail, déjà c'est un passage, moi je dis toujours, on n'a plus vraiment dans nos sociétés de rite de passage. C'est-à-dire qu'on ne fait plus tellement la distinction entre le moment où on est, disons, un petit peu assisté en tant qu'enfant, puis en tant qu'adolescent, et puis qu'on passe dans le monde adulte, presque sans s'en apercevoir. Et quelque part, le monde du travail marque ce passage à l'âge adulte, sauf qu'en fait, c'est un passage qui se fait de manière très discrète, presque un continuum avec le monde scolaire. Et donc, on ne se rend pas forcément compte de la rupture qui existe entre le monde de l'école et le monde du travail. Et à mon avis, une des principales raisons pour lesquelles on fait tous le même contresens, ou beaucoup d'entre nous, c'est ça. Parce qu'en fait, le monde du travail, si on applique ces 3 principes, au mieux on avance lentement et au pire on fait dur sur place. C'est-à-dire que faire ce qu'on nous demande et s'en tenir là, et ben c'est tout simplement insuffisant. C'est comme si c'était le premier étage de la fusée. On fait la base, mais c'est incomplet. L'espèce de position attentiste dans laquelle ça nous maintient, c'est totalement contre-productif parce que le monde du travail, évidemment, c'est un monde qui appelle une position beaucoup plus, j'allais dire, d'acteur par rapport à son parcours. Et de s'en remettre entièrement à une figure hiérarchique pour y arriver, c'est-à-dire attendre une validation en fait qui viendrait d'une hiérarchie, c'est pareil. C'est mettre un petit peu tous ses œufs dans le même panier et c'est se condamner à un parcours un petit peu en sourdine par rapport à ce qu'on pourrait faire. Donc c'est vrai qu'en fait, pour se sortir de ça, il y a déjà la prise de conscience effectivement que ce monde-là ne fonctionne pas de la même manière, et ensuite que les règles du jeu ont changé. Et les règles du jeu ont changé, ça veut aussi dire que moi, il y a quelque chose que je trouve très important quand on arrive dans le monde du travail, c'est une redéfinition du mot compétence. Être compétent au travail, ça ne veut pas simplement dire bien faire son boulot. Ça veut dire savoir mettre en œuvre les moyens pour avancer. Parce que personne n'occupe une fonction juste pour la beauté du geste, juste pour faire plaisir à son chef, juste pour satisfaire son entreprise. On occupe tous un poste pour atteindre le poste suivant. On occupe tous un poste pour aller quelque part. Donc nous, notre intérêt, il est d'avancer. Donc on a le droit d'avoir recours aux moyens d'avancer. Simplement, c'est des moyens qui ne nous sont pas conférés par d'autres. C'est à nous d'aller les chercher. Donc, parmi ces moyens-là, il y a par exemple l'autopromotion. Et pour prendre cet exemple-là, comment autopromouvoir son travail, c'est un mot qui fait peur parce qu'en fait, souvent, les idées qui sont charriées par ce mot, c'est que ce sont des actions qui sont réservées à certaines personnalités. Ça veut dire se mettre en avant, ça veut dire avoir un complexe de supériorité, ça veut dire chercher à écraser les autres. Il y a tout un tas de mythes un petit peu qui sont charriés par ces idées-là, qui font peur et qu'on rejette. Et en fait, le travail que je fais, moi, avec les règles du jeu, c'est de changer d'échelle, de rentrer dans le détail quotidien de ce que veut dire, par exemple, s'autopromouvoir, pour prendre cet exemple-là. Et en fait, on s'aperçoit que quand on rentre dans le détail du quotidien, des micro-actions qu'on peut mettre en place,
eh bien alors on désacralise complètement ces notions, on les dédiabolise et on s'aperçoit qu'on peut non seulement se les approprier, mais qu'elles sont absolument légitimes, on a tout à fait le droit de se les approprier. Et donc pour répondre à ta question, comment être soi-même au travail, en fait le premier pas, c'est pas tellement être soi-même, c'est trop marrant parce que je regardais un TED hier, c'est Don't bring your true self to work. C'est vraiment ne pas faire ça, c'est un très mauvais conseil parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire amener son true self? Est-ce que ça veut dire que tu arrives au travail habillé comme tu t'habillerais un dimanche? Est-ce que ça veut dire, enfin tu vois, ça veut dire quoi en fait être ton true self? Je pense quand même que le monde du travail, c'est un monde à part entière. C'est pas, on passe pas de la maison ou de sa vie privée au monde professionnel de l'un à l'autre comme s'il y avait aucun changement. Et quelque part, heureusement, le monde du travail, c'est un monde à part. Et d'ailleurs, je trouve que la période qu'on traverse, elle nous montre aussi que la confusion des genres entre le cercle privé, la maison, etc., le monde professionnel, c'est pas forcément souhaitable. Moi, je trouve que c'est sain qu'il y ait une distinction entre le monde domestique ou le monde privé ou la sphère privée, ne serait-ce que pour avoir un équilibre psychique. Donc, comment être soi-même au travail, ça veut pas dire, à mon avis, être soi-même comme à la maison avec ses amis. En revanche, ça veut dire être à l'aise, en harmonie quand même, avec ses valeurs fondamentales et avec les règles du jeu en vigueur dans l'environnement où on évolue. Et là, en fait, ça présuppose forcément de se poser les bonnes questions. Et en fait, j'en revenais à l'école parce que l'école, c'est un système qui nous fait paradoxalement passer au second plan. C'est un système où on n'a jamais besoin de se demander ce dont on a vraiment envie, ce qu'on désire vraiment. Parce que le système se charge de nous dire, ben voilà, si tu as envie de passer, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Et quelque part, que tu le désires ou pas, la règle du jeu, c'est ça. Il y a une voie unique, il suffit de la suivre et rouler. Le travail, c'est l'inverse. C'est-à-dire il y a une foultitude de parcours possibles, et si on ne se pose pas un moment pour se demander vraiment ce qu'on désire profondément, on passe à côté. Et à mon avis, la crise de sens qu'on traverse en ce moment, elle est vraiment liée à ça, parce qu'on perd à la fois la signification de ce qu'on fait et la direction, le lieu où on a envie d'aller, parce qu'on n'est pas forcément habitué à se poser vraiment ces questions-là. Et tant mieux pour des écoles comme ADAP, parce que ça donne lieu à énormément de reconversions et c'est une très bonne chose. Mais enfin, je veux dire que c'est regrettable de débarquer dans le monde du travail plein d'espoir et 5 ans plus tard de se rendre compte qu'on est complètement changé de voie. Donc je pense qu'être soi-même au travail, c'est d'abord être au clair avec ses valeurs fondamentales, sans forcément avoir un plan sur 5 ou 10 ans, mais être au clair avec ce qu'on est prêt à ses valeurs non négociables, disons, être sûr que son environnement de travail y correspond, et ensuite être suffisamment à l'aise avec les moyens à mettre en œuvre et savoir comment se les approprier. Moi, c'est toujours ça qui m'intéresse, en fait, c'est la question du comment. C'est toujours très bien de dire il faut s'auto-promouvoir ou il faut faire ceci, etc. C'est quels sont les moyens vraiment à ma disposition pour mettre en place ces leviers d'avancer au travail. Et une fois qu'en fait on a ces idées claires-là, et ben, tout à coup on est beaucoup plus à l'aise par rapport à son environnement professionnel. On a repris la main et quelque part, même si ce n'est pas tapis rouge et ce n'est pas un long fleuve tranquille pour la suite, on est quand même beaucoup plus en phase avec ce qu'on fait au quotidien. Et à mon avis, être soi-même au travail, ça commence par là. Et du coup, qu'est-ce que tu conseilles concrètement pour faire le point et savoir où on veut aller, vers quoi on se dirige, comment on veut avancer? Est-ce que tu conseilles je sais pas, de faire une retraite, de se retirer dans une maison près de la mer et de noter ce qu'on veut? Est-ce que ça se fait au quotidien lors de points avec un supérieur hiérarchique? Enfin, c'est quoi tes conseils pour en fait savoir ce vers quoi on va? Bah, je pense que en fait, la première étape, c'est de se demander, de définir un petit peu sa notion de réussite. Parce que le mot réussite, c'est un mot où quelque part chacun appose sa définition. Moi, je le définis comme aller là où on a envie d'aller. Réussir, c'est ça. Et la beauté de la chose, c'est que c'est une définition mouvante, c'est-à-dire que ça évolue sans arrêt. La première étape, selon moi, c'est d'être au clair avec ce vers quoi le poste qu'on occupe aujourd'hui nous mène. Là, aujourd'hui, je me lève tous les matins, je vais travailler tous les jours. Où est-ce que ce poste-là m'emmène en termes de compétences, en termes de rencontres, en termes d'ouverture, d'horizon, ou même en termes de fonction suivante? Quel est l'objectif que je me fixe? Ça, pour moi, c'est le principal. C'est la première étape parce qu'au moins, on sait pour quelles raisons on se lève le matin, pour quelles raisons on occupe cette fonction, pour quelles raisons on dédie autant de notre énergie, de notre temps de vie à cette fonction-là. C'est où est-ce que ça me mène? Parce qu'en fait, je trouve que parfois, là où on se perd un peu au travail aussi, c'est qu'on perd de vue le mouvement
professionnelle. C'est une évolution constante, une vie professionnelle. C'est censé être quelque chose qui nous apprend, qui nous enrichit, qui nous enseigne des choses. Et en fait, si on perd de vue ça, quelque part, parfois on se laisse un petit peu enfermer par le monde professionnel, assigné à notre tâche. Et on reste en fait focalisé sur il faut que j'accomplisse. Et en fait, on zoome beaucoup trop et on est focalisé sur les tâches à accomplir au quotidien et on est complètement absorbé par la fonction sans jamais se demander, mais attends, cette fonction-là, elle doit me mener quelque part. Donc, je pense que la première étape, c'est définir sa réussite, mais pas sa réussite, pas forcément l'entendre comme un objectif de vie. C'est la fonction que j'occupe aujourd'hui, où est-ce qu'elle doit me mener? Et ça peut être des objectifs très courts, ça peut être des toutes petites choses, mais ça peut être, je dis n'importe quoi, ça peut être soit dans un an, j'aimerais atteindre cette fonction, ou à la fin du mois, j'aimerais avoir accompli telle tâche. Chacun, en fait, fixe un petit peu sa définition de la réussite, ça peu importe, j'en parle beaucoup dans le livre, en fait, de quelles questions se poser pour définir sa réussite. Mais je pense que ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a la question des valeurs fondamentales. Ça, on en avait parlé, j'en ai parlé tout à l'heure, et je pense que c'est un point. Quelles sont mes valeurs non négociables? Quels sont les points sur lesquels je ne veux pas transiger? Mon équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, une certaine éthique quand je travaille dans certains secteurs. Tu vois, moi, je travaille dans les matières premières, c'est quand même des questions qui reviennent souvent. Le type de management que je ne tolère pas, le FaceTime, tu vois, tout un tas de pratiques managériales qui peuvent être extrêmement toxiques. Alors en ce moment avec le télétravail, etc., c'est encore d'autres questions, mais je veux dire, quelles sont mes valeurs non négociables, ce sur quoi, en tant qu'individu, je ne souhaite pas transiger. Ça, c'est aussi une étape fondamentale. Donc je pense qu'en en posant en fait le cadre, en sachant qu'un poste, c'est jamais du sur-mesure, évidemment, mais en posant comme ça le cadre du travail qui nous conviendrait le mieux, je pense que c'est une première étape fondamentale, quoi. Et après, quels sont tes conseils pour justement pour communiquer là-dessus, pour faire savoir ces choses-là sans paraître justement trop intransigeant sur plein de choses? Enfin, comment une fois qu'on a fait ce travail, comment on le met en œuvre, comment on communique? Soit c'est un nouveau poste et à ce moment-là, je pense que c'est pareil. En fait, tu vois, ça c'est intéressant comme point. Je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue que, surtout quand on travaille en entreprise, un poste, c'est un dialogue. On est en dialogue permanent avec son entreprise à travers, en général, son chef ou ses chefs. Mais c'est un dialogue. C'est-à-dire que ça, c'est encore une croyance héritée de l'école. Il y a une espèce de sacralisation de la figure hiérarchique. Comme si c'était une autorité verticale, inquestionnable, qui sait tout, qui voit tout et qui décide de tout. Et en fait, au travail, ce n'est pas le cas. Même si, évidemment, c'est un peu les gatekeepers de notre avancée, évidemment, notre manager et notre hiérarchie, mais il ne concentre pas tous les pouvoirs et surtout, il ne sait pas tout et ne décide pas de tout. Et en fait, parfois, je trouve qu'on a tendance, même quand on est à un niveau assez avancé professionnellement, à ne pas arriver à se mettre sur un pied d'égalité avec nos interlocuteurs. Par exemple, quand on passe un entretien, ne pas hésiter à poser toutes les questions et sans chercher à être de manière agressive ou quoi que ce soit, mais enfin, de poser toutes les questions qui nous préoccupent. Par exemple, la charge horaire, par exemple, voilà, ces questions d'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, on voit en ce moment à quel point c'est vital. Ça, c'est des questions qui sont tout à fait légitimes à poser. Donc, je veux dire, communiquer en fait avec son manager, ça c'est quelque chose que je trouve c'est un thème qui est très intéressant parce qu'en fait, moi je me suis rendu compte quand je suis devenue manager, les premières années, à quel point j'avais une fois de plus fait un contresens total sur ce qu'est la relation à son manager. Quand on devient manager, on se rend compte à quel point on a besoin que les gens qu'on manage communiquent avec nous, à quel point on les remercie de nous faire part de leurs envies, de leurs besoins, de leurs projets, de leurs rêves, de leurs aspirations, etc. À quel point ça nous fait gagner du temps. Parce qu'en fait, la vision un peu scolaire qu'on a, la posture un peu infantilisante, pour revenir au thème du jour, qu'on a vis-à-vis de sa hiérarchie, c'est derrière cette espèce de figure intouchable, cette espèce de statut du commandeur, voilà, l'idée c'est j'attends tout de lui. Il va tout me donner. Et quelque part, ma réussite est autant sa priorité que la mienne. Et ça, c'est encore une erreur vraiment majeure. Un manager, en réalité, notre réussite, c'est pas tellement sa priorité. Sa priorité, c'est sa réussite à lui. Si on réussit et qu'on performe, c'est son intérêt. Mais enfin, il va pas déployer autant d'énergie que nous
à aller dans notre sens, à comprendre ce qui nous rend heureux dans la vie, nos aspirations profondes, nos questionnements existentiels, etc., etc. C'est pas son rôle, il n'est pas là pour ça. En revanche, un manager avec qui on communique, à qui on fait part de nos doutes, de éventuellement nos difficultés, même personnelles. Je sais qu'en France, c'est assez controversé cette question. Est-ce que je parle de ma réalité personnelle à mon manager si je traverse, par exemple, en ce moment, en plus, je trouve que c'est vraiment important de pouvoir le faire. Moi, j'ai travaillé donc beaucoup au Brésil. Au Brésil, ça se faisait énormément. C'était pas du tout une question. En France, ça dépend des managers. Mais moi, je crois que un manager avec qui on communique et qu'on désacralise et à qui on a le droit de poser des questions, à qui on a le droit aussi de faire part d'une réalité changeante. C'est-à-dire que l'objectif qu'on avait il y a 2 ans ont peut-être changé, ou il y a même 6 mois. Les dossiers sur lesquels on travaille peut-être nous intéressent moins, nos aspirations évoluent, etc., etc. Et je pense que le canal est souvent beaucoup plus ouvert que ce qu'on pense, parce qu'en fait, ça leur facilite la vie. Et donc, je pense qu'une manière plus simple d'envisager sa relation à son chef, c'est de se dire que plus on communique avec lui, plus on lui facilite la tâche. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. J'étais allée à une conférence où c'était une DRH du CAC 40, enfin une personne très haut placée qui animait la conférence. Et du coup, la personne qui animait commence par lui demander, alors, racontez-nous votre carrière, comment vous êtes arrivé là, incroyable. Et elle a répondu, et ça m'avait frappée, bah, je l'ai demandé. Et en fait, elle expliquait que elle avait ça en elle. Elle se disait, voilà, moi, à terme, mon rêve, c'est de devenir directrice ressources humaines d'un grand groupe, qu'elle avait ça en tête et qu'elle nous racontait en rigolant que le moment où elle l'avait demandé, c'était pas du tout le moment, que ça avait mis du temps à se mettre en place. Mais en fait, ça a facilité la tâche de ses managers de se dire, OK, bah, cette fille, elle a de l'ambition et puis elle veut aller là, on va lui donner les moyens d'y arriver. Ça ne veut pas dire qu'on l'obtient forcément, mais au moins, c'était clair pour son management. Et je trouvais l'exemple assez frappant et la réponse tellement simple, en fait. Oui, Que ça... exactement. Et c'est intéressant ce que tu dis, ça me rappelle le cas d'une autre, en fait c'est un peu la même histoire, une femme qui est devenue CEO d'un grand groupe américain en France. Et en fait elle raconte qu'elle avait bien tracé dans cette boîte, mais elle n'était pas... donc on savait que le CEO en place allait partir, et c'était un poste qui lui faisait vraiment envie, mais elle n'était pas en pole position pour l'avoir. Et en fait ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a verbalisé, donc elle a dit que son poste l'intéressait bien avant que ce type-là s'en aille. Et en fait, du coup, quand le poste est libéré, elle a été en lice. Donc, elle n'a pas été désignée d'office, mais donc il y avait, je sais pas, peut-être 2 ou 3 candidats. Et elle a été en lice avec ces 2 ou 3 candidats. Et il se trouve que c'est elle qui a remporté le poste. Et en fait, c'est vrai que c'est exactement ça. En fait, et encore une fois, c'est toujours une histoire de sortir d'une posture un peu scolaire. Et quand je dis ça, c'est pas du tout un jugement de valeur de ma part, parce que déjà, je suis un exemple parfait de ce genre d'attitude. Et en plus, c'est vraiment un modèle dominant qu'il faut arriver à briser, quoi. Parce que ça nous handicape et ça nous ralentit. Et surtout, c'est vraiment, encore une fois, un contresens sur la manière dont fonctionnent les choses. Et parfois, on a tendance à diaboliser ce qu'il faut faire une fois de plus pour avancer, alors qu'en fait, c'est des toutes petites choses simples dont notre environnement, en fait, nous remercie. Et demander ce qu'on veut, c'est quelque chose qu'on n'a absolument pas besoin de faire en milieu scolaire et qui est essentiel quand on arrive dans le monde du travail. Et on est tellement peu habitué à le faire qu'une fois de plus, on a tendance à diaboliser ce genre de choses. On s'imagine que demander ce qu'on veut, c'est tout à coup avoir un ego monstrueux, c'est tout à coup chercher à passer devant tout le monde, ou alors on attend une validation en se disant qu'on n'est jamais assez légitime pour demander. Et ça c'est pareil, la question de la légitimité. Attendre en fait que la légitimité nous soit accordée par quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qu'on peut attendre très longtemps, quoi, sur le monde du travail. C'est intéressant. Moi, ce que je dis souvent quand on me demande des conseils pour une réunion avec un manager pour négocier soit un poste, soit un salaire, ou même une réunion de manière générale, c'est se dire, surtout si le manager a plusieurs personnes en dessous de lui, en fait, c'est de se mettre à sa place, de se dire, mais est-ce que tu penses que ce manager a pensé à ton petit besoin de même prendre des vacances, demander telle ou telle chose? En fait, si tu te mets à sa place, lui, son quotidien, c'est plutôt de demander à son manager ses propres vacances. Exactement. Du coup, malheureusement, parce que la nature humaine est aussi faite comme ça, bah, on ne peut pas toujours anticiper les besoins de chacun. Donc, un bon manager est aussi quelqu'un qui fait ressortir ces choses-là, qui identifie les points d'avancée, etc. de chacun. Mais en fait, si on se met à sa place, il n'a pas le temps de se mettre, lui,
dans les baskets de chacun des membres de son équipe, quoi. Bien sûr. Mm. Bien sûr, et de la même manière, tu vois, il n'aura pas une vision aussi claire de, par exemple, ton track record que toi. Tu vois, par exemple, c'est pareil pour la question de comment je fais pour valoriser mon travail. C'est plutôt, on a toujours tendance à penser que tout le monde autour de nous sait aussi bien que nous tout ce qu'on a fait. Parce que nous, ça nous semble évident. Comme si, en fait, les gens, nos collègues ou même nos chefs passaient leur journée la tête penchée au-dessus de notre épaule à regarder ce qu'on fait. Et en fait, ça, c'est exactement pareil. C'est en fait, personne mieux que nous ne sait ce qu'on a accompli. Donc, c'est à nous, quelque part, de le leur rappeler. Si on ne le fait pas, personne ne pourra le faire pour nous. Et effectivement, on oublie qu'en fait, au travail, chacun est concentré sur sa propre trajectoire. Et c'est pas une faute. Alors du coup, il y a des questions dans le chat sur justement des entreprises qui se sont construites différemment sans ce modèle de manager. Donc, Pierre-Noël qui demande, connaissez-vous des modèles d'organisation qui fonctionnent sans le système manager-manager? Et en effet, du coup, est-ce que ça résout ce problème-là? Donc oui, référence au livre Reinventing Organizations. Et Charles qui fait un bon aparté aussi avec les méthodes qui existent dans le monde du développement, les méthodes agiles, Scrum, où du coup le manager n'aurait plus d'utilité parce que alors le manager n'a plus aucune idée parce que par définition les 3/4 du temps les managers sont incompétents. Donc ça à voir, mais c'est vrai que du coup la méthode agile du coup essaye de contourner cette hiérarchie très très verticale. Donc, du coup, qu'est-ce que tu penses de ces systèmes? Est-ce que c'est une manière de résoudre le problème, de mettre ça en place dans son entreprise? Moi, je trouve que c'est toujours des pistes à explorer. Moi, je trouve ça super intéressant. C'est vrai qu'en fait, la figure du manager, je pense que c'est un modèle qui est vraiment vieillissant. En tout cas, tel qu'il est, tel qu'on le connaît. Moi, je vois pas, je lui prédis pas un très bel avenir. Il y a quelques exceptions de gens, mais parce qu'ils ont un don, parce qu'ils ont une intelligence émotionnelle particulière qui leur permet de, d'être des meneurs d'hommes, en fait. Mais quelque part, c'est aussi rare, c'est comme le mot leader, en fait, c'est un peu employé à toutes les sauces, mais des vrais leaders, c'est-à-dire des vraies personnes qui ont ce don de parler aux gens et qu'on les écoute et d'emmener les gens parce qu'ils ont cette capacité à aller chercher chez chacun d'eux quelque part la pépite et ce qui va faire chanter leur cœur, comme on dit, c'est extrêmement rare. Il y en a, mais c'est extrêmement rare. Et hélas, en fait, le modèle managérial dans lequel nous, on évolue encore majoritairement, c'est des modèles qui ont été pensés très rationnellement, de façon très cartésienne, et qui contournent complètement la dimension émotionnelle du travail, ce qui est un paradoxe énorme, parce que quand on pense aux entreprises, pour moi, l'entreprise, c'est le lieu de toutes les passions humaines. On retrouve tout dans une entreprise à petite échelle. On retrouve le rapport à l'autorité, le rapport à l'argent, le rapport aux autres, le fait d'être rejeté, d'être aimé ou non, les liens sociaux. On retrouve tout. Toutes les passions humaines sont concentrées en entreprise. Et en fait, les modèles managériaux qui ont été vraiment pensés de façon purement cartésienne et en termes de performance et d'efficacité, elles oblitèrent complètement cette dimension-là. Donc, c'est une aberration. Et elles ont déjà perduré suffisamment de temps. C'est vrai qu'avec le changement d'époque, enfin, moi, pour beaucoup être en relation avec des grands groupes, etc., je vois qu'ils sont vraiment à la remorque et d'ailleurs qu'ils ne sont plus du tout attractifs pour les jeunes générations. Donc oui, moi je pense que les autres modèles, les modèles agiles, etc., c'est des manières quelque part de redonner aux employés leur autonomie. Voilà, le parallèle qui me vient à l'esprit, c'est d'en faire des majeurs, au sens, tu sais, où on l'entend par rapport à la majorité civile. En fait, quelque part dans l'entreprise, j'ai l'impression qu'on est encore traité en mineurs souvent, comme des enfants. C'est-à-dire que c'est un cadre, tu badges, tu déclares tes vacances, tu demandes l'autorisation pour tout, etc., etc. Et en fait, ces modèles-là, ils contournent ces choses-là que de plus en plus de gens ne supportent plus d'ailleurs, et ils font des gens, ils redonnent aux employés leurs responsabilités aussi, et quelque part les traitent en adultes. Donc ça, pour moi, c'est fondamental. Voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Tu vois, on parle beaucoup en ce moment du care, des conditions de vie des employés, etc. Et en fait, la dernière fois, quelqu'un m'a posé la question en disant, mais est-ce qu'on n'est pas en train de passer d'un modèle
paternaliste des entreprises, un modèle quelque part maternaliste, où tu maternes un peu les employés en leur proposant des cours de yoga et tu vois, en mettant beaucoup plus au cœur de la politique leur bien-être, etc. Ce qui, by the way, est quand même intéressant. Mais pour moi, ça, c'est encore un contresens. Parce qu'en fait, je pense que les employés, aujourd'hui, les nouvelles générations qui arrivent, ils n'attendent pas forcément d'une entreprise d'être maternée ou paternée. À mon avis, ce qui va attirer et retenir les talents, c'est le fait de les considérer comme des adultes. Donc de les responsabiliser, de leur donner plus d'autonomie, sans les fliquer. Alors tu ne peux pas, je pense, faire abstraction totalement de management. Mais déjà, tu peux enlever des couches, parce que tu as besoin d'une vision quand même. Tu as besoin de quelqu'un à un moment qui va emmener les troupes, je pense. Si tu fais un amas de personnes très intelligentes, chacun dans son coin, je doute que tu arrives à réaliser un projet commun. Mais voilà, dans la manière de gérer les gens et les talents, je pense que les salariés, même en tant que salariés, aspirent davantage à être traités en adultes, en individus responsables, qu'à être maternés ou paternés, en fait. Même si tu as des cours de yoga à la sortie et que c'est très agréable, mais tu vois, je ne suis pas certaine que ce soit la priorité. Alice parle d'une posture de manager-coach, ça serait un peu ça, du coup? Ben, non, mais pour moi, manager coach, c'est presque un pléonasme, dans le sens où, pour moi, un manager, il y a une partie de sa fonction qui est, alors coach, ça dépend ce qu'on entend par là, mais pour moi, un manager, il ne peut pas faire abstraction des aspirations quand même de son équipe. Si tu veux motiver quelqu'un, tu es obligé d'avoir quand même plus ou moins présent à l'esprit ce qui le motive, justement, ce qu'il aime, ce dans quoi il est bon. Voilà. Donc, ce n'est pas un coach au sens où tu vas prendre la personne par la main et faire du one-to-one toute la journée et vraiment s'assurer qu'il est bien dans sa vie, etc. Mais c'est plus d'avoir quand même une vision. Pour moi, un coach, c'est quelqu'un qui va savoir déceler en toi ce qui vibre et le faire émerger et s'épanouir. Voilà. Donc, en ça, pour moi, un manager, c'est pas juste quelqu'un qui dit fais ci, fais ça, ta fiche de poste, c'est ça, remplis ça, etc. C'est quelqu'un qui va savoir, qui va avoir ce talent-là. Et c'est pour ça que c'est si compliqué, le management. Et que je trouve d'ailleurs que les managers sont très impréparés. Je trouve que souvent, on est ravi d'être manager et en fait, on ne se rend pas compte des enjeux derrière, en termes de temps et en termes d'implication au travail. Tout à coup, ça change quand même complètement tout de passer manager. On a la responsabilité de parcours d'individu et en fait, quelque part, on devient complètement lié à ces gens-là parce que la performance de ces gens détermine la nôtre et nos résultats et notre propre... Donc en fait, c'est vraiment, pour moi, manager-coach, ouais, c'est presque un doublon. Oui, dans ma compréhension du coach, en tout cas. Et c'est intéressant aussi le fait de constater qu'on est très peu formé au management. Donc, même s'il y a des écoles de commerce et de management, cette partie concrètement, aussi la partie psycho, d'interagir avec des personnes, comme tu le dis, d'être responsable de leur futur, c'est quelque chose du coup qu'on apprend beaucoup en learning by doing parce qu'on apprend en faisant. Mais il y a un moment où ça serait intéressant d'avoir un peu plus de théorie là-dessus. Exactement. Et nous, c'est une problématique à laquelle on répond souvent aussi chez Adatech School du coup d'avoir des développeurs qui deviennent managers et qui, eux, aiment beaucoup coder, être dans le dur du développement et qui nous demandent conseil pour avoir les codes pour manager parce que ce n'est pas des choses auxquelles ils ont été habitués. Ouais, c'est ça. Et c'est pas inné, c'est quand même... c'est aussi du learning by doing, le management, parce qu'on se casse les dents et puis on apprend, etc. Mais c'est vrai que la dimension... en fait, je pense que ce qui fait qu'il y a beaucoup de managers qui se perdent un peu dans ce rôle, c'est qu'en fait, ils n'ont pas forcément conscience de l'importance de l'implication émotionnelle que le rôle requiert. C'est-à-dire qu'on a aussi l'impression qu'en fait, si finalement nous on fait bien ce qu'on nous demande et que en gros les gens remplissent leur fiche de poste, mission accomplie. Et en fait, je pense que là on passe complètement à côté de la mission. Et c'est vrai que les managers, on les prépare pas assez effectivement à la dimension humaine, émotionnelle, psychologique, de gérer des gens quoi, et des gens en les considérant comme des individus entiers et pas seulement comme des salariés. Je trouve que ça c'est aussi l'erreur que font les entreprises aujourd'hui, c'est de prendre des individus et d'isoler une seule part de leur identité, comme si on était au travail que des travailleurs et comme si tu laissais en fait toute ta vie derrière toi à la porte de ton entreprise. C'est faux. Pour bien manager quelqu'un, il faut comprendre que tu as en face de toi une personne dans son entièreté. Donc ça, c'est pareil. Gommer toutes les autres facettes en fait de l'individualité des salariés, bon, tu vas dans le mur quoi, en tant qu'entreprise, je pense. Il y a Marie qui dit qu'on est très peu formé et pourtant c'est souvent vu comme la filière qui permet d'évoluer en entreprise.
Est-ce que toi, tu vois d'autres solutions pour évoluer en entreprise que d'être manager? Si on n'a pas envie de devenir manager, quelles options sont possibles? Est-ce que c'est mal? Comment on fait? En fait, c'est pas mal, mais parfois, on n'a pas le choix. Alors, je ne sais pas dans quelle filière tu travailles, mais il y a des domaines où c'est possible. Par exemple, le trading, c'est un domaine où quelque part, on a très peu de comptes à rendre. On a des comptes à rendre, hein. Mais je veux dire, c'est un domaine où, quand on manage, euh, c'est moins, la dimension humaine ou psychologique est moins présente que quand tu dois gérer des projets à plusieurs, par exemple. Parce que c'est des mondes où chacun fonctionne plus de manière autonome. Mais il y a des domaines dans lesquels tu ne peux pas faire l'impasse, puisque les entreprises sont structurées de cette manière. Donc pour vraiment éviter ça, devenir indépendant, à mon avis, c'est la porte de sortie. Parce que si c'est vraiment évoluer dans une structure qui est déjà structurée, tu ne peux pas te battre contre des moulins à vent, quoi. Ou sinon, ouais, des fonctionnements, comme on a évoqué, un peu différents, mais il y a toujours de toute façon, même si c'est un autre type de management, un management qui Oui, est... et puis de toute façon, tu es toujours tributaire de la structure dans laquelle tu évolues. Il y a un moment où si la structure dans laquelle tu évolues, elle n'est pas prête à mettre en place ces modèles-là ou quoi, ça sert à rien de s'épuiser, tu vois. Mm. Donc Mm. si c'est vraiment un rejet de la fonction de manager et que la structure dans laquelle tu es évolue de cette manière encore pour l'instant, enfin est structurée de cette manière-là, devenir indépendant, ça peut être une solution. Mm. Il y avait aussi, du coup, il y a marqué que iPhone, donc je ne sais pas qui se cache derrière cet iPhone, mais quelqu'un qui demandait, tu avais parlé du coup de l'exemple de l'autopromotion. Mhm. Tu mentionnais des micro-actions. Est-ce que Oui, tu peux nous en partager quelques-unes des micro-actions pour s'autopromouvoir? Anissa. Anissa, Ouais. merci. Oui, bien sûr. Bah, par exemple, donc moi, je pars toujours du quotidien, de ce qu'on peut faire un peu tous les jours. Parce que l'autopromotion, ça fait partie de ces choses où parfois on se dit que tout se joue une fois par an. Une fois par an, on a un entretien de fin d'année avec son chef, on va lui montrer tout ce qu'on a fait et l'année va jouer là-dessus. Et en fait, c'est à la fois quelque part, c'est dangereux comme stratégie de faire ça, et c'est souvent pas comme ça que ça se passe, parce qu'en général, le manager, quand il fait ses rendez-vous de fin d'année, eh ben, il n'a pas beaucoup de temps, et il emmagasine très peu d'informations sur toute l'heure que vous passez ensemble, et donc quelque part, on manque la cible. Donc en fait, la meilleure stratégie, c'est d'en faire un tout petit peu tous les jours, ou un tout petit peu régulièrement. Donc par exemple, les exemples que je donne d'autopromotion qui sont très faciles à mettre en place, c'est poser des questions. Poser des questions en lien avec ce sur quoi on travaille. Rendre compte de ce qu'on fait. Par exemple, on est en train, même quand le travail n'est pas terminé, ça aussi c'est quelque chose un peu hérité de l'école, le sentiment de ne pouvoir montrer un travail qu'une fois qu'il est achevé et parfaitement achevé. C'est pas le cas. On peut régulièrement, et d'ailleurs une fois de plus les managers adorent ça, rendre compte au fur et à mesure de ce qu'on est en train de faire. Voilà où j'en suis, éventuellement de faire part des difficultés. Tout ça, c'est une manière en fait de rester dans le paysage mental de son manager. Autopromouvoir son travail, c'est ça. C'est pas montrer un travail parfait et que le manager se dise waouh, extraordinaire, quelle professionnelle fabuleuse. C'est plutôt de se dire ok, cette personne bosse, elle bosse là-dessus, elle progresse, je la vois progresser en temps réel. Donc pour lui, c'est beaucoup plus simple de tracer les progrès. Donc voilà, poser des questions, partager des informations. Ça, c'est quelque chose que je trouve très efficace. Quand on travaille sur un thème, par exemple, partager sur un dossier ou je ne sais quoi, partager avec son équipe des articles ou des informations qui concernent la boîte ou l'extérieur, l'environnement professionnel en dehors de la boîte, peu importe, avec le reste de son équipe pour un peu leur culture générale. Ça aussi, c'est une manière de promouvoir son travail. Donc en fait, il y a une espèce de travail de redéfinition des termes à faire. Promouvoir son travail, moi, au tout début, j'avais l'impression qu'il fallait faire une espèce de coup d'éclat, tu vois, et en fait, quelque part, être irréprochable et un peu extraordinaire pour que les gens se disent oh, quel travail. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est beaucoup plus dans le quotidien, c'est des toutes petites choses et surtout, c'est des choses qui sont vraiment à la portée de tout le monde. Ça, c'est des choses que tout le monde peut faire. Il n'y a pas besoin d'avoir un talent particulier, il n'y a pas besoin d'être particulièrement extraverti ou d'être à l'aise avec je ne sais quoi. C'est vraiment des choses que tout le monde peut mettre en place. Voilà. Il y a Fanny qui demandait comment mettre en valeur ses soft skills. Bah, les soft skills, alors tout dépend ce qu'elle entend par là, mais pour moi, elles se mettent en valeur d'elles-mêmes. Pour moi, les soft skills, c'est tout ce qui n'est pas remplir sa fiche de poste. Donc, les soft skills, c'est la capacité
Ça peut aller de, effectivement, la capacité à promouvoir son travail, c'est une soft skill. La capacité à négocier, c'est une soft skill. Donc ça, il n'y a pas tellement besoin d'en faire la démonstration, puisque c'est suivi des faits. Il n'y a pas besoin de doubler la mise. Pour moi, il y a une soft skill qui est souvent négligée et qui est fondamentale, c'est la débrouillardise au travail. Être débrouillard, être démerde, être quelqu'un qui arrive à être créatif et à trouver des solutions à des problèmes. Souvent, Ada, voilà, on tombe dans le... Enfin, j'imagine que vous faites ça toute la journée, trouver des solutions à des problèmes, mais au travail, souvent, en fait, on s'en tient à ce qu'on nous demande et on oublie qu'on est là pour résoudre des problèmes. Et souvent, il y a toutes sortes de problèmes qui peuvent se poser quand on occupe un poste. Des gros problèmes, des petits problèmes, des problèmes techniques, de fonctionnement, de tableur Excel ou vraiment des gros problèmes de dossier, etc. Et ben, être une personne qui arrive à être un peu des merdes, à sortir des sentiers battus pour résoudre ces trucs-là, même quand on ne nous l'a pas demandé, pour moi, ça, c'est une soft skill fondamentale. Et ça, en fait, ce n'est pas des choses dont on a besoin de faire la promotion activement. C'est juste le fait d'être dans cette dynamique c'est des choses que je détaille vachement dans le bouquin, de comment prendre l'initiative en permanence, comment avoir ce mindset-là, de sortir d'une posture attentiste pour être beaucoup plus à l'origine, être moteur en fait, être beaucoup plus à l'origine du mouvement de son propre parcours professionnel. Et en fait, ça se fait à travers tout un tas, une fois encore, de micro-actions. Une fois de plus, l'autopromotion, c'était un exemple, mais il y en a plein d'autres, quoi. Ok. Soft skills, être présent sur les réseaux pro et monter son site internet. Par exemple, ouais. Par exemple, monter son site internet, il y a un peu de hard skill. Ouais, il y a un peu de hard skill quand même. Par des petites notions de développement. Alors, du coup, comme il est 25, la conférence se finira dans 5 minutes, donc c'est le moment de poser toutes vos questions. Vous en avez posé pas mal en cours de route, donc n'hésitez pas pour les 5 dernières minutes. Moi, j'avais une question pour toi, Clara, c'est pourquoi c'est spécialement important de redéfinir ces règles du jeu pour les femmes, selon toi? Parce qu'il y a un biais quand même. Même si les règles du jeu s'appliquent à tous, il y a quand même un décalage plus grand, un écart plus grand et une tendance à s'emprisonner soi-même dans le rôle de la bonne élève qui est plus grand pour les femmes. Alors ça s'explique de mille manières. Il y a des freins systémiques, clairement. Il y a des freins extérieurs qui sont liés au regard qu'on pose sur nous. Moi, j'en ai vraiment fait l'expérience et je sais que je ne suis pas toute seule. Au regard qu'on pose sur nous, au regard qu'on pose sur notre travail, sur notre opinion, sur nos résultats, à la manière dont nos demandes sont reçues aussi, parce que c'est pas le tout de demander. Parfois, ce qu'on demande ou le simple fait de demander est aussi reçu d'une certaine manière. Les biais cognitifs, c'est quand même un vrai sujet. Les biais cognitifs, c'est donc tout ce qui fait que, vous le savez sans doute, tout ce qui fait que les actions d'une femme seront perçues différemment et souvent négativement par rapport à ces mêmes actions exécutées par un homme. Mais moi, en fait, ce que je m'attache à vraiment essayer de dénouer, et ce pourquoi j'essaye de proposer des solutions, c'est tout ce qui concerne nos freins intérieurs. Et Dieu sait qu'on en a en tant que femme aussi. Je ne dis pas que les hommes n'en ont pas, je pense simplement que chez la majorité des femmes, ils sont plus grands. Les biais cognitifs existent aussi chez nous, mais la tendance qu'on peut avoir à s'auto-freiner, à être un peu sa propre ennemie au travail, une fois de plus, j'en ai fait l'expérience et je sais que je ne suis pas toute seule. Ça, c'est des choses sur lesquelles on a la main. Et en fait, tout l'état d'esprit des règles du jeu, c'est de s'attacher à dénouer ce sur quoi on a la main maintenant, tout de suite. Parce qu'en fait, les questions d'égalité au travail, alors évidemment, on peut penser que on est dans un moment un peu bâtard, parce qu'à la fois, moi, je suis assez optimiste, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Le fait que ce soit vraiment des sujets beaucoup plus mainstream aujourd'hui, c'est quand même un énorme marqueur. Et en même temps, la pandémie, on voit que c'est un gros setback pour les femmes dans le monde, mais malgré tout, je suis quand même assez optimiste. Mais ça reste une question urgente. Et je crois que si on se concentre d'abord sur ce qu'on peut changer pour soi-même, sans penser à la cause forcément, on a le droit de penser à soi-même au travail, aujourd'hui, tout de suite, on fait indirectement avancer par ricochet la situation des autres femmes, sans attendre que le monde évolue autour de nous, sans attendre que les choses évoluent dans le bon sens, parce que ça peut évoluer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, sauf que nous, notre carrière, elle se joue aujourd'hui. Et on a le droit de vouloir des résultats aujourd'hui. Voilà. Ok, super intéressant. Et c'est vrai que c'est un double travail personnel et puis si on veut changer les choses de manière globale, ça prendra plus de temps, c'est important aussi, mais ne pas attendre que ça se fasse de manière globale.
Ouais, et en plus, en agissant à son échelle, on peut aussi indirectement être acteur du changement global. C'est-à-dire, c'est Mm. pas l'un ou l'autre, en fait. Mm. Mais on a le droit de commencer par soi. Mm. Ouais, et puis on montre l'exemple, on emmène d'autres personnes avec nous. Ouais, Mm. Alors, exactement. les langues se délient à l'approche de la fin. Camille Ah, demandait, on dit que l'entreprise a la mémoire courte, l'autopromotion doit-elle donc être constante? c'est trop drôle. L'entreprise à la mémoire courte, c'est une des règles du jeu. Ah, Donc, peut-être que Camille j'imagine qu'il avait pas s'appelle lu comme ça, donc c'est trop marrant. son livre, Ah, je sais pas. Non, je d'accord, sais pas. peut-être. Petit Mais spoiler. oui, l'entreprise à la mémoire courte, en fait, dans les règles du jeu, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ça ne sert à rien de penser que tout le monde a une aussi bonne mémoire que nous sur tout ce qu'on fait, sur tout ce qu'on a fait. Nous, on se souvient avec netteté de ce qu'on aura accompli dans l'année. On est les seuls. Et quelque part, oui, l'autopromotion, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas des grands coups d'éclat une ou deux fois par an. C'est des toutes petites choses tous les jours. Alors, tous les jours, je ne veux pas dire, pas forcément tous les jours, mais ça peut être de manière régulière tout au long de l'année. Donc oui, oui. Moi, je crois beaucoup à ça. Et en plus, pas forcément se forcer à le faire, mais c'est simplement de comprendre que ça fait partie du travail, en fait. C'est pas un bonus, c'est pas la cerise sur le gâteau. Le fait de s'assurer que les gens autour de nous savent ce qu'on fait, c'est pas, ça vient pas en plus. Ça fait partie intégrante du travail. Et ça, c'est quelque chose qu'on a parfois du mal à intégrer parce que c'est pas naturel, en fait. Mm. Et une fois de plus, c'est pas ce qu'on nous aura appris à l'école, etc. Donc, c'est quelque chose il faut un peu, il y a un temps de réadaptation à ces nouveaux codes, en fait. Et c'est vrai que ça peut prendre un peu de temps et c'est pas forcément naturel. Ouais. Alors, il y a Romane ensuite qui est stagiaire et qui demande, vous parlez beaucoup de la relation manager-employé. Est-ce que ça fonctionne aussi dans la relation stagiaire-maître de stage? En tant que stagiaire, il est parfois difficile de se sentir respecté. Ouais. Bah oui, c'est un statut un peu compliqué, stagiaire, surtout qu'on vit dans un monde où on brandit tellement l'épouvantail du chômage et de la difficulté à avoir des emplois que c'est très facile du coup, d'écraser les stagiaires parce que, par la peur, hein, de les manager par la peur, en fait. Euh, Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont moins vraies. Forcément, la relation est plus précaire quand on est en stage, on doit plus faire ses preuves. C'est comme quand on est en période d'essai, quelque part. Et donc oui, on est un peu plus à la merci de. Mais j'ai envie de dire que un stage qui se passe uniquement dans la peur, c'est pas forcément un poste qu'on aura envie de prendre après. Et moi, je pense que le monde du travail est vaste. Je sais que la période est difficile et je sais que c'est pas le plein emploi en France. Pourtant, je pense que rien ne justifie de s'enfermer, même dans un CDI où on est malheureux comme une pierre parce que notre manager est un très mauvais manager et humainement est pauvre. Et il y en a beaucoup. Donc, je ne connais pas exactement la situation de la personne qui pose la question, mais je pense qu'il y a des choses qui sont toujours vraies. Le fait de communiquer avec son manager, le fait de vraiment avoir un canal de communication ouvert, il n'y a pas de raison de se brider. C'est pas parce qu'on est jeune aussi. En France, on nous renvoie beaucoup notre âge. Mm. Comme prétexte à ne pas faire les trucs, à ne pas savoir, à avoir une parole qui compte pas, etc. etc. On n'a pas le poste ni le salaire d'ailleurs de son âge. Il y a des gens à 25 ans voilà, qui sont beaucoup plus matures que des gens de 35, donc ça n'a absolument rien à voir. Donc, mais je sais qu'en France, culturellement, l'âge, c'est un handicap, en fait. Trop jeune ou trop vieux, d'ailleurs. Donc, voilà, ça dépend, c'est au cas par cas, mais moi, j'aurais tendance à dire quand même que la majorité de ce dont on a parlé avec les managers s'applique aux stagiaires. Ouais. Il n'y a pas de raison. Oui, parce qu'en plus, c'est quelqu'un en formation dont on a besoin de connaître aussi les aspirations. C'est une période très courte. Donc, en Ouais. 6 mois, il faut que la personne évolue Oui, vite. Et pour ça, du coup, il faut bien qu'elle communique pour savoir exactement ce dont elle a envie, ce à quoi elle aspire. exactement, exactement, c'est ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Un stage, il faut aussi le prendre comme un dialogue. C'est-à-dire qu'en tant que stagiaire, on vient autant pour prendre que pour recevoir. C'est-à-dire que, enfin, ou que pour donner plutôt, pardon. Donc, c'est-à-dire que on vient aussi, les stages, je pense qu'il faut, les gens qui disent qu'il faut multiplier les stages, je pense qu'ils ont raison parce que c'est une phase exploratoire en fait. Mm. Donc, on a le droit d'essayer un secteur, puis un autre, puis une entreprise, puis une autre. Donc, c'est vraiment, on a le droit d'être dans une démarche de curiosité, d'exploration, de questionnement, etc. C'est fait pour ça en réalité. Mm. Donc, oui, toujours repartir de soi et se dire, est-ce que j'aime, est-ce que ça m'intéresse, poser des questions, ouais. Je pense qu'en fait, quelque part, on est presque plus libre quand on est stagiaire, c'est vrai. Mm. Et nous, il y a aussi un conseil qu'on donne beaucoup à Datex School. Donc, nous, la deuxième année, c'est en alternance. Donc, c'est quand même une période de 1 an.
Et on recommande, c'est un peu ce que tu disais aussi sur l'entretien, de passer l'entretien comme un entretien des deux côtés. C'est aussi quand on choisit une entreprise pour un an, une entreprise dans laquelle on a envie de se sentir bien et rétablir un peu cette position, même si c'est pas facile, d'égalité où oui, on a envie d'être pris, mais on doit aussi vérifier que l'environnement nous convient. celui voilà, qui nous convient, dans lequel on se sent bien. Exactement. Et en plus, dans le cas d'Ada Tech School, vous êtes en plus, vous apportez une compétence particulière, donc quelque part, vous avez vraiment une valeur, vous n'avez rien à brader, quoi. Tu vois, je dis pas que les autres études sont moins, mais c'est vrai que je trouve qu'en tant que développeur, c'est vraiment une compétence très, très, très précieuse et très technique. Moi, j'ai toujours cru à la compétence sur le marché du travail. J'ai jamais cru au parcours généraliste. Pourtant, moi, j'ai entendu ça toute ma vie, que plus tu étais généraliste et plus tu avais de choix. Moi, je crois au contraire au marché du travail, à la valeur de la compétence, de l'expertise, en fait. On te recrute parce que tu sais faire quelque chose. Et du coup, plus on sait faire de choses, plus on prend confiance aussi, et plus c'est facile d'avoir ce dialogue sur un pied d'égalité ou presque avec un recruteur, un manager ou autre. Donc c'est ça aussi, pas perdre de vue que le monde du travail, c'est aussi fait pour engranger des compétences qui augmentent notre valeur, quoi. C'est pour ça que les salaires sont censés augmenter avec le temps. Ok, alors je pense que la dernière intervention sera Clara présidente de la part de Sanata. On peut peut-être finir là-dessus, sauf s'il y a une dernière question. Mais en tout cas, j'en profite pour du coup te remercier, Clara. C'était super intéressant. J'étais vraiment ravie de cette conversation avec toi. Ouais, moi aussi. Voilà, on en ressort grandi, hyper motivé pour faire son auto-promotion constante. C'était trop bien. Pour les participantes et participants, si vous êtes intéressés par Ada Tech School, je vous mets un lien vers le live de présentation donc, qui a lieu ce jeudi à 14h, si vous voulez en savoir plus. Et vous recevrez toutes et tous par mail le replay que vous pouvez partager autour de vous sur cette conférence. Voilà. Merci beaucoup, Clara. Du coup, je vais mettre fin à la merci à toi. Merci beaucoup et merci à tous. Ouais, et puis merci à l'audience. C'était super d'avoir toutes vos questions. Ouais, c'est clair. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir. Salut.